Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audiolib présente L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, lu par Michelangelo Marchese. À Zoé, mon amour. Nous sommes ce que nous pensons. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Bouddha. Chapitre 1. Je ne voulais pas quitter Bali sans l'avoir rencontré. Je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas malade. J'ai même toujours été en excellente santé. Je m'étais renseigné sur ses honoraires car, mon séjour touchant à sa fin, mon portefeuille était quasiment vide. Je n'osais même plus consulter mon compte en banque à distance. Les gens qui le connaissaient m'avaient répondu « Tu donnes ce que tu veux, tu le lui glisses dans une petite boîte posée sur l'étagère. » Bon, cela m'avait rassuré. Même si j'angoissais un peu à l'idée de laisser un tout petit billet à quelqu'un qui avait, disait-on, soigné le Premier ministre du Japon. Ce fut difficile de trouver sa maison, perdue dans un petit village à quelques kilomètres d'Ubud, au centre de l'île. Je ne sais pas pourquoi, dans ce pays, il n'y a pratiquement pas de panneaux indicateurs. Lire une carte, c'est possible quand on a des points de repère, sinon, c'est aussi inutile qu'un téléphone portable dans une zone où l'on ne capte pas. Restait bien sûr la solution de facilité, demander à des passants. J'ai beau être un homme, cela ne m'a jamais posé de problème. Il me semble parfois que la plupart des hommes auraient l'impression de perdre leur virilité s'ils devaient s'abaisser à ça. Ils préfèrent se murer dans un silence signifiant « je sais », feignent de se repérer, jusqu'à ce qu'ils soient complètement perdus et que leur femme leur dise « je t'avais bien dit qu'on aurait dû demander ». L'ennui, à Bali, c'est que les gens sont si gentils qu'ils disent toujours oui. Vraiment. Si vous dites à une fille « je vous trouve très jolie », elle vous regardera avec un beau sourire et vous répondra « oui ». Et quand vous demandez votre chemin, ils sont tellement désireux de vous aider qu'il leur est insupportable de vous avouer qu'ils n'en sont pas capables. Alors, ils vous indiquent une direction, sans doute au hasard. J'étais donc un peu énervé lorsque je me suis retrouvé devant l'entrée du jardin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais imaginé une maison assez luxueuse, comme on en voit parfois à Bali, avec des bassins couverts de fleurs de lotus, sous l'ombre bienveillante des frangipaniers exhibant de grosses fleurs blanches au parfum tellement enivrant que c'en est presque impudique. En fait de maison, c'était une succession de campans, sortes de maisonnettes sans murs qui communiquent les unes avec les autres. À l'image du jardin, ils étaient d'une grande simplicité, assez dépouillés, sans faire pauvre pour autant. Une jeune femme vint à ma rencontre, enroulée dans son sarong, ses cheveux noirs relevés en chignon, le teint hâlé, un petit nez régulier et des yeux non bridés, traits qui m'ont toujours étonné chez cette population enfouie au cœur de l'Asie. « Bonjour, que voulez-vous » me demanda-t-elle, s'exprimant d'entrée de jeu dans un anglais approximatif. Mon mètre 90 et mes cheveux blonds laissaient peu d'ambiguïté sur mes origines occidentales. « Je viens voir monsieur, maître Samtiang. »« Il va venir, » m'informa-t-elle avant de disparaître entre les arbustes et la succession de petites colonnes qui soutenaient les toits des campans. Je restai un peu bête, debout, en attendant que son Excellence daigne venir accueillir l'humble visiteur que j'étais. Au bout de 5 minutes, qui me parurent suffisamment longues pour m'amener à m'interroger sur la pertinence de ma présence ici, je vis s'avancer un homme d'au moins 70 ans, peut-être même 80. La première chose qui me vint à l'esprit fut que je lui aurais sans doute donné 50 roupies si je l'avais vu faire la manche dans la rue. J'ai tendance à ne donner qu'aux vieux. Je me dis que s'ils m'ont dit à leur âge, c'est vraiment qu'ils n'ont pas le choix. L'homme qui marchait lentement dans ma direction n'était pas en haillons, certes, mais ses vêtements étaient d'une sobriété désarmante, minimaliste et sans âge. J'ai honte d'avouer que mon premier réflexe fut de penser qu'il y avait erreur sur la personne. Il ne pouvait s'agir du guérisseur dont la réputation s'étendait outre-mer. Ou alors,
Son don allait de pair avec son manque de discernement, et il acceptait que le Premier ministre du Japon le paye en cacahuètes. Il aurait pu aussi être un génie du marketing, ciblant une clientèle d'occidentaux crédules, avides de clichés, comme celui du guérisseur vivant en ascète dans le parfait détachement à l'égard des choses matérielles, mais acceptant en fin de séance une rétribution généreuse. Il me salua et m'accueillit simplement, s'exprimant avec beaucoup de douceur dans un très bon anglais. La luminosité de son regard contrastait avec les rides de sa peau tannée. Son oreille droite présentait une malformation, comme si le lobe avait été en partie sectionné. Il m'invita à le suivre dans le premier campement, un toit soutenu par 4 petites colonnes, adossé à un vieux mur, une étagère, la fameuse, le long du mur, un coffre en bois de camphrier et, sur le sol, une natte. Le coffre ouvert débordait de documents, parmi lesquels des planches représentant l'intérieur du corps humain, ce qui, dans un autre contexte, m'aurait donné envie de pisser de rire tellement les représentations étaient éloignées de la connaissance médicale actuelle. Je me déchaussai avant d'entrer, comme le veut la tradition balinaise. Le vieil homme me demanda de quoi je souffrais, ce qui me renvoya brutalement à la raison de ma présence ici. Que cherchais-je au juste, puisque je n'étais pas malade? J'allais faire perdre son temps à un homme dont je commençais à sentir l'honnêteté, pour ne pas dire l'intégrité, même si je n'avais encore aucune preuve de sa compétence. Avais-je seulement envie que quelqu'un se penche sur mon cas, s'intéresse à moi, me parle de moi, et, qui sait, découvre qu'il y a un moyen pour que j'aille encore mieux? À moins que j'aie obéi à une sorte d'intuition. Après tout, on m'avait dit que c'était un grand bonhomme, et j'avais tout simplement envie de le rencontrer. « Je viens pour un check-up », lui confiai-je en rougissant à l'idée que je n'étais pas à la visite médicale annuelle et que ma demande était déplacée. « Allongez-vous là », me dit-il en désignant la natte et sans manifester aucune réaction à la futilité de ma requête. Chapitre 2. Ainsi commença la première, et j'espère la dernière, séance de torture que je connus dans ma vie. Tout avait débuté normalement. Allongé sur le dos, détendu, confiant et mi-amusé, je le laissais palper en douceur différentes zones de mon corps. Ma tête, pour commencer, puis ma nuque. Mes bras, tout du long jusqu'aux dernières phalanges de mes doigts, suivirent différentes zones apparemment très précises sur mon torse, puis mon ventre. J'eus le soulagement de constater qu'il était passé directement du ventre au haut des cuisses. Mes genoux, mes mollets, mes talons, la plante de mes pieds, il palpait tout, et cela ne me dérangeait pas outre mesure. Enfin, il arriva aux orteils. Chapitre 3. Je ne savais pas qu'il était possible de faire à ce point souffrir un homme rien qu'en tenant son petit orteil gauche entre le pouce et l'index. Je hurlais et me tordais dans tous les sens sur ma natte. Vu de loin, on devait avoir l'impression d'un pêcheur qui essaye de fixer à son hameçon un asticot d'1,90 m. Je reconnais que je suis de nature plutôt douillette, mais ce que j'éprouvais dépassait en intensité tout ce que j'avais ressenti jusque-là. « Vous avez mal ?» me dit-il. Sans blague. J'étouffai un « oui » entre 2 gémissements. Je n'avais même plus la force de crier. Lui n'avait pas l'air affecté par ma souffrance. Il conservait une sorte de neutralité bienveillante. Son visage exprimait même une sorte de bonté qui contrastait avec le traitement qu'il m'infligeait. « Vous êtes quelqu'un de malheureux, » dit-il, comme s'il posait son diagnostic. À cet instant précis, oui, très. Je ne savais plus si je devais pleurer ou rire de cette situation dans laquelle je m'étais mis. Je crois que je faisais les deux à la fois. Je n'ai jamais eu mon pareil pour dénicher des plans comme ça. Et dire que j'aurais pu passer ma journée sur la plage à discuter avec les pêcheurs et regarder les jolies balinaises. Votre douleur en ce point précis est le symptôme d'un mal-être plus général. Si j'exerce la même pression au même endroit chez quelqu'un d'autre, il ne devrait pas avoir mal, affirma-t-il. Sur ce, il relâcha enfin mon pied,
et je me sentis d'un seul coup le plus heureux des hommes. « Quelle est votre profession ?»« Je suis enseignant. » Il me considéra un instant, puis s'éloigna, l'air songeur, comme préoccupé. J'avais un peu le sentiment d'avoir dit ce qu'il ne fallait pas, ou encore d'avoir fait une bêtise. Il regardait vaguement dans la direction d'un bougainvillier en fleurs, à quelques pas de là. Il paraissait absorbé par ses pensées. Qu'étais-je censé faire? M'en aller? Tousser pour lui rappeler ma présence? Il m'extirpa de mes interrogations en revenant vers moi. Il s'assit à même le sol et me parla, les yeux dans les yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Vous avez une très bonne santé. Alors, qu'est-ce que c'est? Le travail? Les amours? Votre famille? » Sa question était directe, et ses yeux me fixaient, ne me laissant aucune échappatoire, même si sa voix et son regard étaient bienveillants. Je me sentais obligé de répondre, me dévoilant à un homme que je ne connaissais pas une heure auparavant. Je ne sais pas, oui, je pourrais être plus heureux, c'est comme tout le monde, quoi. Je ne vous demande pas de répondre pour les autres, mais pour vous, me répliqua-t-il calmement. Il commence à m'agacer, celui-là. Je fais ce que je veux, et ça ne le regarde pas, pensai-je, ressentant un début de colère. Disons que je serais plus heureux si j'étais en couple. Pourquoi lui avais-je dit cela? Je sentais ma colère se tourner contre moi. Je suis vraiment incapable de m'opposer à la demande de quelqu'un. C'est lamentable. Dans ce cas, pourquoi ne l'êtes-vous pas? Bon, là, il faut que je prenne une décision, même si c'est pas mon fort. Soit je l'interromps et je m'en vais, soit je joue le jeu jusqu'au bout. Je m'entendis lui répondre « Je voudrais bien. Encore faudrait-il que je plaise à une femme. » Qu'est-ce qui vous en empêche? Eh bien, je suis trop maigre. Lâchai-je, rouge de honte et de colère mêlée. Chapitre 4. En s'exprimant lentement, presque à voix basse, et en détachant chaque mot, il me dit « Votre problème n'est pas dans votre corps, mais dans votre tête. » Non, ce n'est pas dans ma tête. C'est un fait objectif, concret. Il vous suffit de me mettre sur une balance, ou de mesurer mes pectoraux, ou encore la circonférence de mes biceps. Vous verrez vous-même. Et ni le maître ruban, ni la balance n'ont de parti pris. Je ne peux pas les influencer avec mon esprit tordu et névrosé. La question n'est pas là, me répondit-il patiemment, conservant son grand calme. Facile à dire. Votre problème n'est pas votre physique, mais ce que vous croyez de sa perception par les femmes. En vérité, le succès que l'on a ou pas auprès de l'autre sexe n'a que peu de rapport avec notre apparence physique. Si je dis ça à ma voisine de 120 kilos qui a un nez en forme de patate, elle m'écrase sur la figure le triple Big Mac qu'elle a en permanence à portée de main, et elle appuie jusqu'à ce que le ketchup me remonte dans les sinus. Vous n'avez jamais vu de personne dont le physique est très éloigné des canons de la beauté, en couple avec quelqu'un de plutôt bien physiquement? Si, bien sûr. La plupart des gens qui ont votre problème ont d'ailleurs un physique normal, avec de petits défauts sur lesquels ils se focalisent. Une bouche trop fine, des oreilles trop longues, un peu de culotte de cheval, un léger double menton, un nez trop fort ou trop court. Ils se trouvent un peu trop petits, trop grands, trop gros, ou trop maigres, et ils arrivent à s'en persuader. Quand ils rencontrent une personne qui pourrait les aimer, ils n'ont qu'une obsession, leurs défauts. Ils sont convaincus qu'ils ne pourront lui plaire à cause de cela. Et vous savez quoi? Quoi? Ils ont raison. Quand on se voit moche, les autres nous voient moches. Je suis certain que les femmes vous trouvent trop maigres. Oula! Les autres nous voient comme nous nous voyons nous-mêmes. Quelle est votre actrice préférée? Nicole Kidman. Vous la trouvez comment? Excellente actrice, l'une des meilleures de sa génération, je l'adore. Non, je veux dire physiquement. Superbe, magnifique, c'est une bombe. Vous avez dû voir Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Vous regardez les films américains? Vous avez un récepteur satellite dans votre campement? Si ma mémoire est bonne, il y a une scène où l'on voit Nicole Kidman entièrement nue, en compagnie de Tom Cruise. Votre mémoire est bonne.
Allez au vidéoclub de Kuta et faites-vous projeter Eyes Wide Shut. Ils ont des cabines pour les gens qui ne possèdent pas de magnétoscope. Quand vous en arriverez à cette scène, faites un arrêt sur l'image et observez attentivement. Cela ne me demandera pas trop d'efforts. Oubliez pendant quelques instants qu'il s'agit de Nicole Kidman. Imaginez que c'est une inconnue et regardez objectivement son corps. Oui, vous constaterez vous-même qu'elle est bien, elle a un beau corps, mais pas parfait pour autant. Ses fesses sont jolies, mais elles pourraient être plus rebondies, un peu plus dessinées. Ses seins sont pas mal, mais ils auraient pu être plus volumineux, avoir un plus joli galbe, et être un peu plus haut, plus dressé. Vous verrez aussi que les traits de son visage sont réguliers, fins, mais ne recèlent pas non plus une beauté exceptionnelle. Où voulez-vous en venir? Il y a des dizaines de milliers de femmes aussi belles que Nicole Kidman. Vous en croisez tous les jours dans la rue et vous ne les remarquez même pas. Sa vraie force est ailleurs. Oui, Nicole Kidman est vraisemblablement convaincue d'être superbe. Elle doit être persuadée que tous les hommes la désirent et que toutes les femmes l'admirent ou la jalousent. Elle se voit probablement comme l'une des plus belles femmes du monde. Elle le croit si fort que les autres la voient ainsi. En 2006, le magazine britannique Eve l'a élue comme étant l'une des 5 plus belles femmes du monde. Voilà. Et comment expliquez-vous cela? Que les autres ont tendance à nous voir comme l'on se voit soi-même. Oui. Vous allez faire une expérience. Pendant un moment, vous allez imaginer quelque chose. Peu importe que ce soit vrai ou faux, persuadez-vous seulement que cela est vrai. Vous êtes prêts? Là, tout de suite? Oui, maintenant. Vous pouvez fermer les yeux si c'est plus simple pour vous. Ok, je suis prêt. Imaginez que vous vous trouvez très beau. Vous êtes convaincu d'avoir un impact énorme sur les femmes. Vous marchez sur la plage, à Kuta Beach, au milieu des Australiennes en vacances. Comment vous sentez-vous? Très, très bien. Un vrai bonheur. Décrivez-moi votre démarche, votre posture. Je vous rappelle que vous vous trouvez très beau. J'ai une démarche, plutôt assurée, tout en étant détendu. Décrivez-moi votre visage. J'ai un port de tête droit. Je regarde devant moi, un léger sourire naturel aux lèvres. Je suis cool et sûr de moi à la fois. Bon, maintenant, imaginez comment les femmes vous voient. Oui, c'est clair, j'ai, un certain impact. Que pensent-elles de la circonférence de vos biceps ou de vos pectoraux? C'est pas vraiment ce qu'elles regardent. Vous pouvez rouvrir les yeux. Ce qui plaît aux femmes, c'est ce qui émane de votre personne. C'est tout. Et cela découle directement de l'image que vous vous faites de vous-même. Quand on croit quelque chose sur soi, que ce soit en positif ou en négatif, on se comporte d'une manière qui reflète cette chose. On la démontre aux autres en permanence. Et même si c'était à l'origine une création de l'esprit, cela devient la réalité pour les autres, puis pour soi. C'est possible, cela me parle quelque part, même si ça reste encore un peu abstrait. Cela va progressivement devenir de plus en plus clair. Je me propose de vous faire découvrir, à travers différents exemples, que pratiquement tout ce que vous vivez a pour origine ce que vous croyez. Je commençais à me demander où j'avais mis les pieds. J'étais alors loin de me douter que notre conversation et les échanges qui suivraient allaient bouleverser durablement toute mon existence. Imaginez, reprit-il, que vous soyez convaincu d'être quelqu'un de peu intéressant, qui ennuie les autres quand il parle. Je préférais le jeu précédent. Cela ne durera que 2 minutes. Imaginez, c'est pour vous une évidence. Les gens s'ennuient en votre compagnie. Essayez vraiment de ressentir ce que cela fait de croire ça. Vous y arrivez? Oui, c'est pathétique. Restez dans cet état. Gardez cela à l'esprit. Et maintenant, imaginez que vous déjeunez avec des collègues ou des amis. Décrivez-moi le repas. Mes collègues parlent beaucoup,
Ils racontent leurs vacances, et je ne dis pas grand-chose. Restez dans cet état. Mais à présent, vous allez faire un effort et leur raconter une anecdote qui vous est arrivée pendant vos vacances. Laissez-moi une seconde. J'imagine la scène. D'accord. Ça n'a pas beaucoup d'effet. On ne m'écoute pas vraiment. C'est normal. Étant convaincu de ne pas être intéressant, vous allez vous exprimer d'une manière qui rendra votre discours peu captivant. Oui. Par exemple, puisque vous avez inconsciemment peur d'ennuyer vos collègues, vous allez peut-être, sans vous en rendre compte, parler vite, bâcler votre intervention pour ne pas leur prendre trop de temps et ne pas les lasser. Du coup, vous n'avez aucun impact et votre anecdote perd de son intérêt. Vous le ressentez et vous vous dites « Je suis nul quand je raconte des histoires ». Par conséquent, vous devenez de plus en plus mauvais et immanquablement, l'un de vos collègues va reprendre la parole et embrayer sur autre chose. À la fin du repas, tout le monde aura oublié que vous avez parlé. C'est dur. Quand on est convaincu d'une chose, elle devient la réalité, notre réalité. J'étais assez troublé par la démonstration. Bon, d'accord, mais pourquoi quelqu'un serait-il persuadé d'une chose pareille? Ce n'est sans doute pas votre problème, mais c'est celui de certaines personnes. Chacun croit sur soi des choses qui lui sont propres. C'était juste un exemple. Pour rester dans ce cas de figure, imaginez que vous soyez convaincu de l'inverse. Vous êtes certain d'intéresser les gens, d'avoir sur eux un impact quand vous vous exprimez. Lorsque vous prenez la parole à votre déjeuner entre collègues, vous êtes persuadé que votre anecdote va faire mouche. Vous allez les faire rire, les surprendre, ou seulement captiver leur attention. Porté par cette conviction, imaginez comment vous prenez la parole. Anticipant l'effet attendu, vous vous donnez le temps d'amener le sujet, d'ajuster votre voix. Vous vous autorisez quelques silences bien placés pour faire monter le suspense. Vous savez quoi? Ils seront suspendus à vos lèvres. D'accord, je comprends que ce que l'on croit devient ensuite la réalité, mais j'ai quand même une question. Oui? Comment se fait-il que l'on se mette à croire des choses sur soi, qu'elles soient positives ou négatives? Plusieurs explications sont possibles. Tout d'abord, il y a ce que les autres affirment à notre sujet. Si pour une raison ou une autre, ces personnes sont crédibles à nos yeux, alors on peut croire ce qu'elles nous disent de nous. Nos parents, par exemple? Cela commence en général, bien sûr, par nos parents ou les personnes qui nous élèvent. Un petit enfant apprend énormément de ses parents, et au moins jusqu'à un certain âge, il a tendance à accepter tout ce que ses parents lui disent. Cela se grave en lui, il l'intègre. Vous n'auriez pas un exemple? Si des parents sont convaincus que leur enfant est beau et intelligent et le lui répètent sans cesse, alors il y a des chances que l'enfant se voie ainsi et devienne très sûr de lui. Cela étant, il n'y aura pas que des effets positifs. Il sera peut-être aussi un peu arrogant. C'est donc la faute de mes parents si j'ai des doutes sur mon physique? Non, pas obligatoirement. Comme vous allez le voir, il y a quantité d'origines possibles à ce que l'on croit sur soi. Et en ce qui concerne l'influence des autres, il n'y a pas que les parents. Par exemple, le jugement des enseignants a parfois aussi beaucoup d'impact, en positif comme en négatif. Ça me rappelle quelque chose. J'étais très bon en maths à l'école, jusqu'en 5e. J'avais une moyenne de 18 sur 20 environ. Arrivé en 4e, j'ai eu une prof qui répétait à chaque cours que nous étions tous nuls. Je me souviens, elle criait sans cesse, et on voyait les veines de son cou se gonfler quand elle nous engueulait. J'ai fini l'année avec 4 de moyenne. Vous avez probablement cru ce qu'elle disait. Peut-être, mais pour être honnête, tous mes camarades n'avaient pas 4 de moyenne comme moi. Sans doute étaient-ils moins sensibles que vous à l'opinion de leur professeur. Je ne sais pas. Une expérience a été menée dans les années 70 par des chercheurs dans une université américaine. Ils ont commencé par constituer un groupe d'élèves du même âge ayant le même résultat au test du QI. Ces enfants avaient donc tous un niveau d'intelligence égal selon ce test. Ils ont ensuite séparé le groupe en deux. Ils ont confié le premier sous-groupe à un enseignant avec cette consigne. Faites le même programme que d'habitude,
Mais pour votre information, sachez que ces enfants sont plus intelligents que la moyenne. L'enseignant à qui l'on a confié le second sous-groupe s'est entendu dire « Faites le même programme que d'habitude, mais pour votre information, sachez que ces enfants sont moins intelligents que la moyenne. » Au bout d'un an de cours, les chercheurs ont refait passer le test du QI à tous les enfants. Ceux du premier sous-groupe avaient en moyenne un QI nettement supérieur à celui des enfants du second. C'est dingue. C'est en effet assez impressionnant. C'est incroyable. Il suffit que l'on amène un prof à croire que ses élèves sont intelligents pour qu'il les rende intelligents. S'il est convaincu qu'ils sont bêtes, il les rend bêtes. C'est une expérience scientifique. Cela étant, ils sont malades de faire des expériences comme ça avec des enfants. C'est en effet assez discutable. Mais au fait, comment est-ce possible? Je veux dire, comment le fait de croire que ses élèves sont idiots peut-il amener un enseignant à les rendre ainsi? Il y a deux explications possibles. D'abord, quand vous vous adressez à quelqu'un de stupide, comment vous exprimez-vous? Avec des mots hyper simples, en faisant des phrases très courtes, en n'exprimant que des idées faciles à comprendre? Voilà. Et si l'on s'adresse ainsi à des enfants dont le cerveau a besoin d'être stimulé pour se développer, ils vont stagner au lieu d'évoluer. C'est la première explication. Il y en a une autre, plus pernicieuse. Oui? Si vous devez vous occuper d'un enfant que vous croyez stupide, alors tout en vous lui insinue en permanence qu'il est stupide. Non seulement votre vocabulaire, comme on vient de le dire, mais aussi votre façon de parler, vos mimiques, votre regard. Vous êtes un peu navré pour lui ou, au contraire, un peu agacé. Et cela ne lui échappe pas. Il se sent stupide en votre présence. Et si vous êtes quelqu'un qui compte pour lui, que votre position, votre âge, votre rôle font que vous êtes crédible à ses yeux, alors il y a de fortes chances qu'il ne remette pas en question ce sentiment. Il va donc commencer à croire qu'il est stupide. Vous connaissez la suite. C'est effrayant. C'est assez redoutable, en effet. J'étais très troublé par ce que j'étais en train d'apprendre. Toutes ces idées restaient comme suspendues dans les airs. Nous restâmes quelques instants sans rien dire. Un léger vent m'apportait les subtiles senteurs des plantes tropicales qui poussaient librement près du campan. Au loin, un gecko laissait entendre son cri caractéristique. Il y a quelque chose qui m'étonne. Oui. Je ne voudrais pas vous vexer, mais comment avez-vous accès à ce genre d'informations? Je veux dire, les expériences scientifiques menées aux États-Unis. Vous accepterez que je garde ma part de mystère? Je n'allais pas insister, mais j'aurais aimé savoir. J'avais vraiment du mal à envisager une connexion Internet dans le campan d'à côté. Je n'étais même pas sûr que le village soit raccordé au téléphone. Et surtout, je n'imaginais absolument pas mon guérisseur en train de se connecter à des forums scientifiques. Je le voyais plus volontiers méditer pendant des heures, en position du lotus, à l'ombre des palétuviers. Vous disiez qu'il existe d'autres origines à ce que l'on peut croire sur soi. Oui, il y a les conclusions que l'on tire sans s'en rendre compte de certaines de nos expériences vécues. J'aime bien les exemples. Bon, un exemple, un brin caricatural pour bien illustrer. Imaginez un bébé dont les parents réagissent très peu à ce qu'il fait. Il pleure, ses parents ne bougent pas. Il crie, silence radio. Il rit, zéro réaction. On peut supposer qu'en lui va se développer progressivement le sentiment qu'il n'a pas d'impact sur le monde environnant, qu'il ne peut rien obtenir des autres. Il ne va pas se le dire consciemment, bien sûr, surtout à son âge. C'est juste un sentiment, un ressenti, quelque chose dont il s'imprègne. Maintenant, pour simplifier à l'extrême le processus, notamment en supposant qu'il ne vive pas d'autres expériences allant dans le sens contraire, on peut imaginer qu'une fois devenu adulte, il deviendra fataliste, n'ira jamais vers les autres pour obtenir ce qu'il souhaite, ne cherchera pas à faire bouger les choses. Si un de ses amis le voit un jour dans une impasse, par exemple sur le plan professionnel, il ne pourra que constater sa passivité. Il aura beau essayer de le convaincre de réagir, d'aller frapper à des portes, de prendre sa situation en main, de contacter des gens. Rien n'y fera. Cet ami va peut-être d'ailleurs le juger sévèrement, alors que son attitude résulte simplement de la conviction profonde
enfoui en lui, qu'il n'a pas d'impact sur le monde qui l'entoure et ne peut rien obtenir des autres. Il n'aura même pas conscience de croire cela. Pour lui, c'est ainsi, c'est la réalité, sa réalité. Rassurez-moi, ça n'existe pas des parents comme ça. C'était juste un exemple. D'ailleurs, on peut imaginer l'inverse. Des parents très réactifs à la moindre expression de leur enfant. S'il pleure, ils accourent. S'il fait un sourire, il s'émerveille. S'il rit, il s'extasie. L'enfant développera sans doute le sentiment qu'il a un impact sur son entourage et, en faisant là encore un énorme raccourci, on peut supposer qu'à l'âge adulte, il deviendra quelqu'un de proactif, ou encore séducteur, qui sera convaincu de l'effet qu'il a sur les autres et n'hésitera jamais à aller vers eux pour obtenir ce qu'il veut. Mais il ne sera pas non plus conscient de ce qu'il croit. Pour lui, c'est juste une évidence. Il produit un effet sur les gens, c'est ainsi. Il ne sait pas qu'à l'origine, une croyance s'est installée dans son esprit à la suite de ce qu'il a vécu étant enfant. La jeune femme qui m'avait accueilli se glissa dans le campant et nous déposa du thé et des friandises. Si l'on pouvait nommer ainsi cette sorte de pâte humide, sucrée et gluante, qu'il faut manger avec les doigts si l'on respecte la tradition balinaise. Un proverbe balinais dit que manger en utilisant des couverts, c'est comme faire l'amour via un interprète. On est censé prendre la nourriture dans sa main, puis la faire glisser dans la bouche en la repoussant avec le pouce. Cela exige un petit entraînement si l'on ne veut pas se retrouver dans le même état qu'un bébé sans son bavoir. Donc, on se met à croire des choses sur soi à partir de ce que d'autres nous disent ou de ce que l'on déduit inconsciemment de certaines expériences qu'on a vécues. C'est ça? Oui. Et seulement pendant l'enfance? Non, disons que c'est surtout pendant l'enfance que se forgent la plupart des croyances que l'on a sur soi. Mais on peut aussi en développer plus tard, même à l'âge adulte. Mais dans ce cas, elles seront en général issues d'expériences très fortes sur le plan émotionnel. Par exemple, imaginez que, la première fois que vous prenez la parole en public, vous vous ramassiez lamentablement. Vous bafouillez, cherchez vos mots, votre voix reste coincée au fond de votre gorge, et votre bouche est sèche, comme si vous étiez resté 3 jours sans boire en plein désert. Dans la salle, on entend les mouches voler. Vous voyez que les gens ont pitié de vous. Certains arborent un petit sourire moqueur. Vous donneriez toutes vos économies et même vos revenus de l'année à venir pour être ailleurs et ne pas vivre ça. Vous avez honte rien que d'y repenser. Dans ce cas, il se peut que vous vous mettiez à croire que vous n'êtes pas fait pour parler en public. En réalité, vous avez seulement échoué une fois, ce jour-là, auprès de ce public-là, en prenant la parole sur ce thème-là. Mais votre cerveau a généralisé l'expérience en tirant une conclusion définitive. J'avais fini mes friandises, et mes doigts étaient maintenant tout collants. J'hésitais entre les sucer ou les essuyer sur la natte. Ne pouvant me décider, je restais les doigts en l'air. J'étais probablement en train de développer la croyance que je n'étais pas fait pour manger baliné. Quand vous reviendrez demain, nous découvrirons ensemble d'autres croyances qui vous empêchent d'être heureux, me dit-il gentiment. Je ne savais pas que je revenais demain. Vous ne me ferez pas croire que vos problèmes se limitent à vos doutes concernant votre apparence physique. Vous en avez certainement de beaucoup plus sérieux, et nous les aborderons ensemble. Vous êtes dur. Ce n'est pas en disant aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre qu'on les aide à évoluer, répondit-il en souriant. Vous savez, je croyais que vous étiez guérisseur, que vous vous occupiez uniquement des maladies et des douleurs. En Occident, vous avez l'habitude de séparer le corps et l'esprit. Ici, nous pensons que les deux sont intimement liés et forment un tout cohérent. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Juste une dernière question. Je suis plus à l'aise quand ces choses-là sont claires, même si ça me gêne d'en parler. Je vous devrai combien pour votre aide, pour le temps que vous me consacrez? Il me regarda attentivement, puis me dit « Je sais que votre métier vous amène aussi à transmettre des choses aux autres. Il me suffit que vous vous engagiez à ne pas garder pour vous ce que vous aurez découvert. Vous avez ma parole. » Au moment de partir, je glissai quand même un billet dans la petite boîte sur l'étagère. « C'est pour votre intervention sur mes orteils. »
Chapitre 5. La route qui rejoint Ubud est particulièrement belle. Je ne l'avais pas réalisée à l'aller, préoccupé que j'étais par le souci de trouver mon chemin. Très sinueuse, elle traverse par endroits de petits champs bordés de bananiers sauvages, entrecoupés çà et là par un ruisseau. Cette région vallonnée du centre de l'île est en permanence soumise à des alternances de soleil et de pluie, une pluie chaude qui exalte les odeurs de la nature. Ce climat est propice à l'explosion d'une végétation tropicale luxuriante. Au détour d'un virage, je vis 3 balinais au bord d'un champ, à quelques mètres de la route. Ils devaient avoir entre 20 et 30 ans, le corps svelte et entièrement nus. J'étais très surpris de leur apparition inattendue. Je n'avais d'ailleurs pas connaissance d'une absence de pudeur dans la culture balinaise. Venaient-ils de se baigner après une journée de labeur dans les champs? Ils se déplaçaient sereinement, marchant côte à côte. Nos regards se croisèrent lorsque j'arrivai à leur hauteur. Je n'ai pas réussi à interpréter l'expression bizarre que j'y ai lue. Étaient-ils confus de me croiser sur cette route peu fréquentée? Avaient-ils perçu ma surprise devant leur nudité? Ma route continuait et, à l'approche d'Ubud, traversait des petits villages. L'habitat révélait une certaine pauvreté, et pourtant les rues étaient toujours soignées, propres et très fleuries. Devant chaque porte, on voyait en permanence, déposées sur le sol, des offrandes constituées de fleurs ou de quelques mets recueillis sur des fragments de feuilles de bananier entrelacées. Ces offrandes étaient régulièrement renouvelées tout au long de la journée. Les balinais vivent dans le sacré. Leur religion ne repose pas sur une pratique codifiée à heure fixe ou certains jours de la semaine. Non, eux sont en contact direct avec les dieux. Ils semblent imbibés de leur foi, habités par elle en permanence. Toujours calmes, doux, souriants, ils sont sans doute, avec les Mauriciens, le peuple le plus gentil de la terre. D'humeur constante, on a l'impression que rien ne peut les déstabiliser. Ils accueillent avec la même sérénité tout ce qui leur arrive. Bali fait immanquablement songer au paradis à tous ses visiteurs, et ceux-ci seraient sans doute surpris d'apprendre que ce mot n'existe pas en balinais. Le paradis est l'élément naturel des balinais, et ils n'ont pas plus de mots pour le désigner que les poissons ne doivent en avoir pour désigner l'eau qui les entoure. Je repensais à ma rencontre avec le guérisseur, et je me sentais encore envoûté par notre échange. Cet homme avait une aura particulière, une énergie qui émanait naturellement de sa personne. J'étais assez excité par ce qu'il m'avait fait découvrir, même si ses propos m'avaient parfois décontenancé. Et je n'avais jamais imaginé que je me retrouverais un jour à l'autre bout du monde, écoutant un vieux sage balinais me commenter les seins et les fesses de Nicole Kidman. À la sortie d'Ubud, je bifurquai vers l'est pour rentrer chez moi. La journée avait été riche en émotions, et j'éprouvais le besoin de rester un peu seul pour laisser décanter tout ce que j'avais découvert. Il me faudrait moins d'1 heure pour arriver dans ce petit village de pêcheurs de la côte est, où j'avais loué un bungalow posé en bordure d'une jolie plage sauvage de sable gris. Par bonheur, les touristes préféraient les étendues de sable blanc du sud de l'île, si bien que très rares étaient ceux que je croisais sur ma plage. Seul un couple de Hollandais avait élu résidence un peu à l'écart. Ils n'étaient pas désagréables et je les croisais rarement. Mon bungalow appartenait à une famille qui habitait plus loin dans les terres. Je l'avais loué pendant 1 mois pour une somme très acceptable pour moi, très profitable pour eux. J'aime les situations où tout le monde est gagnant. La plage restait déserte le matin, puis quelques enfants du village venaient y jouer l'après-midi. Les seuls passages étaient ceux des pêcheurs que j'entendais parfois sortir en mer dans leur pirogue à 5 heures du matin. Je les avais accompagnés une fois. Même si, ne parlant pas balinais, il m'avait été difficile de me faire comprendre et donc d'obtenir leur accord. Cela restait l'un de mes plus beaux souvenirs de Bali. Nous étions partis avant l'aube, et je ne m'étais guère senti rassuré à bord de cette pirogue instable, assis au ras de l'eau, ne voyant pratiquement rien dans le noir d'une nuit sans lune. Mais les pêcheurs connaissaient leur métier, et j'avais ce jour-là expérimenté ce qu'était la confiance. Une confiance aveugle, en l'occurrence. Le clapotis de l'eau et la fraîche brise effleurant mon visage étaient presque les seuls éléments que mes sens en éveil pouvaient capter. 3/4 d'heure plus tard, j'avais vu le soleil apparaître lentement à l'horizon, comme un projecteur qui illuminerait une scène au ras du sol, faisant d'un seul coup exister un décor grandiose, immense, magique.
je découvrais tout à la fois la démesure de la mer, le gigantisme du ciel et la petitesse de la pirogue qui semblait flotter par magie au-dessus d'un abîme sans fond, telle une allumette posée sur l'océan. Je découvrais aussi les sourires des pêcheurs et m'étais soudain senti heureux sans savoir pourquoi. Sur le trajet du retour, nous avions vu quelques dauphins à proximité de la pirogue, et j'avais manifesté le désir de plonger à leur côté, avec le réflexe idiot de l'occidental qui a visité trop de parcs d'attractions. Les balinais m'en avaient empêché, me faisant comprendre tant bien que mal que des dauphins nageant en surface pouvaient être suivis en profondeur par des requins à la poursuite du même banc de poissons. L'argument avait suffi à me convaincre, et je m'étais contenté d'admirer visuellement ces beautés de la nature, libres de leurs mouvements, libres de leur destination, libres de leur vie. Je m'arrêtai sur la route pour manger un nasi goreng dans une échoppe, plat typique à base de riz, comme pratiquement tous les plats balinais. Au bout de 4 semaines, la seule vision du riz suffisait presque à me faire perdre l'appétit. J'arrivai à mon bungalow à la tombée de la nuit, moment idéal pour aller marcher sur la plage sans croiser âme qui vive. Je me mis pieds nus et m'y rendis directement. Comme prévu, la plage était déserte, et je me promenais longuement au bord de l'eau, le pantalon retroussé. Rapidement, mon esprit vagabond revint sur ma rencontre avec le guérisseur, et je repensai à tout ce qu'il m'avait fait découvrir. Ainsi, nous autres humains avions développé des croyances sur nous-mêmes en raison de l'influence de personnes de notre entourage ou de conclusions inconsciemment tirées de notre vécu. Je voulais bien l'admettre, mais dans ce cas, jusqu'où s'étendaient ces croyances? Nous avions vu que l'on pouvait se croire beau ou laid, intelligent ou stupide, intéressant ou ennuyeux. On pouvait croire en sa capacité d'influence ou, au contraire, se croire incapable d'obtenir quoi que ce soit des autres. Dans quels autres domaines pouvait-on développer des croyances? Je comprenais que l'on puisse croire un certain nombre de choses et que ces croyances aient ensuite un effet sur notre vie. Mais jusqu'où? Je me demandais en quoi mes propres croyances avaient influencé le cours de mon existence. Et en quoi, en fonction du hasard des rencontres et de mes expériences, j'aurais pu croire d'autres choses qui auraient ensuite donné une direction différente à ma vie. Mes interrogations avaient pour seule réponse le bruissement de l'eau sous mes pieds qui éclaboussait le silence de la plage déserte. Les palmiers qui l'abordaient étaient parfaitement immobiles. Aucun vent ne soufflait dans leurs branches délicates. J'avais pris l'habitude de me baigner tous les soirs. Je quittais mon pantalon et mon t-shirt et me laissais glisser dans l'eau tiède de la mer. Je nageais longuement sans plus penser à rien, sous le regard bienveillant de la lune naissante. Chapitre 6. Je me réveillai après un sommeil particulièrement profond et découvris que le soleil était déjà haut dans le ciel. Je pris quelques fruits en guise de petit déjeuner tardif et m'en allai pour une promenade matinale dans le petit bois qui s'étend derrière la plage. En arrivant à proximité du bungalow de Hans et Claudia, le couple de Hollandais, je reconnus leur voix. « Le déjeuner n'est pas encore prêt ?» dit Hans, assis sur un petit rocher, un livre sur les genoux. Il avait les cheveux gris foncés, un visage peu expressif, les lèvres plutôt minces. « Bientôt, mon chéri, bientôt !» Claudia était une femme douce et gentille, la quarantaine, le visage tout en rondeur encadré de jolies boucles blondes. Elle faisait cuire des brochettes de poisson au-dessus d'un barbecue. « Tu utilises trop de charbon de bois, ça sert à rien, c'est gâché. » Il disait cela sans réaliser que c'était un reproche. Pour lui, c'était un fait, c'est tout. « Mais sinon, ça cuit trop lentement !» se justifiait-elle. La dernière fois que je les avais croisés, Claudia nettoyait le bungalow pendant que Hans lisait son fichu livre. Je me demandais ce qui pouvait amener une femme à accepter d'endosser le rôle de la ménagère au XXIe siècle. Hans n'était pas un macho au sens où on l'imagine. Pour lui, c'était probablement juste normal que sa femme s'occupe de cela. La question n'avait sans doute même pas été débattue entre eux. C'était ainsi. « Tiens, Julian, quel plaisir de te voir !» me dit-elle en m'apercevant. « Bonjour, Julian !» dit Hans. « Bonjour. Voudrais-tu partager un poisson avec nous ?» proposa-t-elle.
Hans haussa imperceptiblement un sourcil. « Non, merci, je viens de prendre mon petit déjeuner. »« Tu viens seulement de te lever ?» demanda Hans. « Nous, on a déjà fait 2 visites ce matin. Le temple de Tanalot et le musée Subak, à Tabanan. »« C'est bien, félicitations. » Il ne saisit même pas l'ironie de ma réponse. Hans était de ces gens qui écoutent les mots, mais ne décodent ni le ton de la voix, ni les expressions du visage de celui qui les prononce. « Tu visites peu de choses, j'ai l'impression. Ça ne t'intéresse pas ?»« Si, mais j'aime surtout ressentir les ambiances, me promener dans les villages, tenter de discuter avec les gens, essayer de me mettre à leur place et de sentir ce que ça fait. Comprendre leur culture, quoi. » Julian aime découvrir la culture de l'intérieur. Toi, chérie, tu préfères comprendre la culture dans les livres, dit Claudia. Oui, c'est plus rapide. On gagne du temps, renchérit Hans. J'acquiesçai. À quoi bon argumenter? À chacun sa façon de voir les choses. Est-ce que ça te ferait plaisir de nous accompagner ce soir? Demanda Claudia. Nous allons assister à un concert de gamelan à Ubud. Puis, à la tombée de la nuit, nous irons observer les tortues sur la plage de Pemouteran. C'est l'époque où leurs œufs éclosent. Cela dure 1 ou 2 nuits, tout au plus. Après, il sera trop tard. La perspective d'une soirée avec Hans ne m'excitait pas au-delà du raisonnable. Mais j'avais très envie de voir les bébés tortues. Et je sentais que cela ferait particulièrement plaisir à Claudia que j'accepte. D'accord, c'est gentil de me le proposer. Je serai déjà dans le coin d'Ubud cet après-midi, alors je vous rejoindrai sur place. Donnez-moi l'adresse. C'est à la salle de cérémonie, tu sais, à côté du grand marché. À 19h, dit Claudia. Tu vas visiter les galeries? Demanda Hans. Ubud était le village des artistes, et on y trouvait des galeries d'art à profusion. Non, je rends visite à... comment dire, une sorte de maître spirituel. Ah bon? Pourquoi faire? Je savais que sa question était sincère. Hans était du genre à vous demander pourquoi vous alliez au cinéma, à l'église ou au cimetière, ou encore pourquoi vous ne portiez plus un pantalon archi-démodé, mais toujours en bon état. Tout ce qui ne relevait pas d'une démarche rationnelle, selon lui, était une bizarrerie de la nature. Il m'amène à prendre conscience de certaines choses, et d'une certaine manière, il m'aide aussi à me retrouver, quoi. À te retrouver? Il avait un ton à la fois amusé et interloqué. Oui, en quelque sorte. Mais si tu es perdu, qu'est-ce qui te prouve que tu vas te retrouver à Ubud plutôt qu'à New York ou Amsterdam? Très drôle. Il y a vraiment des gens qui sont complètement hermétiques à la dimension spirituelle de la vie. Je ne suis pas perdu. Si tu ouvres un dictionnaire, au passage, sa lecture devrait te plaire, tu pourras en supporter le niveau émotionnel. Tu verras qu'il y a plusieurs sens au verbe se retrouver. En l'occurrence, cela signifie aussi mieux se connaître pour avoir une vie plus en harmonie avec qui l'on est. Ne te fâche pas, Julian. Je ne me fâche pas, mentis-je. Chérie, laisse un peu Julian tranquille, dit Claudia. Au fait, Julian, est-ce que tu plonges toujours? Oui, presque tous les jours. Nous aussi, on a plongé le premier jour, dit Hans. Ah, on a eu de la chance. Il faisait beau et l'eau était claire. En 1 heure, on a vu l'essentiel de ce qu'il y avait à voir. Moi, j'y retourne souvent. Et j'ai beaucoup de plaisir à nager au milieu des poissons, à les approcher. Ils sont tellement peu farouches que l'on peut presque les toucher. Je m'attendais à ce qu'il me demande pourquoi faire. L'homme descend du poisson. Julian se reconnecte avec ses origines retrouvées. Et toi, tu t'apprêtes à manger l'un des descendants de tes ancêtres grillés au barbecue. C'est du joli. Bon, d'ailleurs, je vous laisse à votre déjeuner. Bon appétit. À ce soir. Bonne recherche. Et surtout, ne perds pas espoir. Il te restera encore le bureau des objets trouvés à Jakarta. À ce soir, dit Claudia. Je repris ma balade tout en pensant à Hans. Je me demandais quel pouvait être son problème. Il était un peu bizarre quand même. Je sentais qu'il n'était pas méchant, qu'il ne voulait pas me blesser. Il était juste hermétique à certaines choses. Je regagnai mon bungalow, me préparai en hâte, puis sautai dans ma voiture. L'itinéraire me sembla plus simple cette fois-ci, et j'arrivai devant la maison de maître Samtiang en milieu d'après-midi. Chapitre 7. La même jeune femme m'accueillit agréablement,
et me conduisit directement dans le campement où j'avais été reçu la veille. J'eus, cette fois-ci, le loisir d'observer plus tranquillement le lieu. C'était à la fois sobre et beau. Beaucoup de sérénité, de paix, d'harmonie se dégageait de cet endroit que je commençais à vraiment aimer. Je sentais qu'un tel lieu permettait de lâcher prise sur quantité de choses. Ici, on laissait bon nombre de ses préoccupations à l'entrée. Le temps était suspendu. J'avais l'impression que j'aurais pu y rester des années sans prendre une seule ride. Je ne le vis pas venir. Je me retournai, et il était derrière moi. Nous nous saluâmes, et il m'informa qu'à cette heure-ci, il ne pourrait m'accorder beaucoup de temps. Dommage. « Alors, vous êtes allé au vidéoclub de Kuta ?» me demanda-t-il. « Non », avouai-je un peu piteusement. Il me dit, mais sans la moindre trace de reproche ni d'autorité. « Si vraiment vous souhaitez que je vous accompagne dans la voie qui vous fera avancer dans votre vie, il est nécessaire que vous fassiez ce que je vous demande, dans la mesure où vous ne l'avez pas refusé. Si vous vous contentez de vous en remettre à moi et de m'écouter, il ne se passera pas grand-chose. Êtes-vous prêt à vous engager en ce sens ? » D'accord. Avais-je vraiment le choix, puisque je souhaitais continuer notre relation ? Dites-moi, pourquoi n'êtes-vous pas allé à Kuta ? En fait, j'étais un peu fatigué hier soir et j'avais besoin de me reposer. Sur un ton bienveillant, il me dit « Si vous mentez aux autres, au moins ne vous mentez pas à vous-même. » Pardon ? J'étais désarçonné. De quoi aviez-vous peur ? Sa voix dégageait beaucoup de douceur, et ses yeux plongeaient dans les miens, au plus profond de moi-même. Et pourtant, je ne ressentais aucune intrusion. C'était juste que je me sentais vu. Cet homme lisait en moi comme dans un livre ouvert. Qu'est-ce que vous auriez pu perdre en y allant ? Comment faisait-il pour poser la question, pour toucher délicatement du doigt précisément là où il fallait ? Après un certain silence, je m'entendis répondre « Je crois que j'avais envie de conserver intacte mon admiration pour mon actrice préférée. Vous aviez peur de perdre vos illusions. » C'était bizarre, mais c'était vrai. D'autant plus bizarre que, la veille, je m'étais bien douté qu'il avait raison la concernant. Alors, pourquoi refuser la vérité ? Peut-être, dis-je. C'est normal. Les êtres humains sont très attachés à tout ce qu'ils croient. Ils ne cherchent pas la vérité, ils veulent seulement une certaine forme d'équilibre, et ils arrivent à se bâtir un monde à peu près cohérent sur la base de leurs croyances. Cela les rassure, et ils s'y accrochent inconsciemment. Mais pourquoi ne se rend-on pas compte que ce que l'on croit n'est pas la réalité ? Rappelez-vous que ce que l'on croit devient notre réalité. Je ne suis pas sûr de vous suivre complètement, vous savez, c'est peut-être un peu trop philosophique pour moi. Et puis, j'ai beau être un rêveur, je suis quand même rationnel. Pour moi, la réalité, c'est la réalité. C'est très simple, en fait. Si je vous demandais de fermer les yeux, de vous boucher les oreilles, puis de me décrire précisément la réalité qui se trouve autour de vous, vous ne pourriez pas tout décrire. C'est normal. Cela comprend des milliards d'informations et vous ne les avez pas toutes captées. Vous avez seulement perçu une partie de la réalité. C'est-à-dire ? Par exemple, sur le plan visuel, quantité d'informations concernent le lieu, la disposition des murs et des piliers des différents campements visibles, les arbres, arbustes et plantes pourvus de milliers de feuilles qui s'agitent d'une certaine manière au gré du vent léger. S'ajoutent à cela des meubles, des objets, des dessins. Chacune de ces choses est constituée de différents matériaux. Les matières ne sont pas uniformes, les couleurs ne sont pas homogènes. Il y a aussi une foultitude d'informations concernant la lumière ambiante, les ombres, le ciel, les nuages qui se déplacent, le soleil. À lui seul, mon corps vous envoie des milliers d'informations relatives à ma posture, mes mouvements, mon regard, les expressions de mon visage qui changent d'une seconde à l'autre. Et tout cela ne concerne que les informations visuelles. À cela, il faut ajouter les informations auditives, les bruits divers et variés, proches ou lointains, les multiples inflexions de ma voix, son volume, sa tonalité, le rythme de mes paroles, le bruit émis par les frottements de nos vêtements lorsque nous bougeons, les insectes qui volent, les oiseaux, au loin,
le bruit du vent dans les feuilles, etc. Mais ce n'est pas tout. Vous êtes également submergé d'informations olfactives et relatives au toucher, la température de l'air, son humidité, les senteurs des différentes plantes qui nous entourent, lesquelles senteurs changent en fonction des courants d'air, le ressenti des multiples points de contact de votre corps sur le sol, la... Ok, vous m'avez convaincu, l'interrompis-je. Je le reconnais, je n'aurais pas été capable de transmettre toutes ces informations les yeux fermés et les oreilles bouchées, c'est vrai. Et cela pour une raison très simple. Vous n'êtes pas conscient de toutes ces informations. Il y en a trop, et votre esprit fait inconsciemment un tri. Vous en captez certaines, pas les autres. Oui, sans doute. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce tri n'est pas le même pour vous et pour moi. Si l'on demandait à plusieurs personnes de faire cet exercice, et de lister ce qu'elles ont observé de leur environnement, nous n'aurions pas de liste d'informations identiques. Chacun ferait un tri particulier. D'accord. Et ce tri n'est pas dû au hasard. Comment ça? Ce tri est propre à chacun, et dépend notamment de ses croyances, de ce qu'il croit sur le monde en général, bref, de sa vision de la vie. Oui? Nos croyances vont nous amener à filtrer la réalité, c'est-à-dire à filtrer ce que l'on voit, entend et ressent. Cela reste un peu abstrait pour moi. Je vais vous donner un exemple un peu caricatural pour simplifier. Ok? Imaginons que vous soyez inconsciemment convaincu que le monde est dangereux et qu'il faut s'en méfier, se protéger. Ce serait votre croyance, d'accord? D'accord. Si cette croyance est inscrite en vous, alors, d'après vous, sur quoi va se porter votre attention à l'instant présent? Quelles informations allez-vous donc capter si vous croyez, au fond de vous, que le monde est dangereux? Eh bien, voyons, je sais pas. J'imagine que je commencerai par me méfier un peu de vous, puisque, après tout, je ne vous connais pas. Je crois que j'observerai surtout votre visage, pour essayer de lire vos pensées, de comprendre ce qu'il y a peut-être derrière vos paroles gentilles. Et je tenterai aussi de repérer d'éventuelles incohérences dans votre discours, pour savoir si vous êtes fiable ou pas. Et puis, je garderai un œil sur la porte du jardin, pour m'assurer qu'elle reste ouverte et que je pourrais partir facilement s'il y avait un problème. Voilà. Quoi d'autre? Voyons. Peut-être ferai-je aussi attention à cette poutre, qui a l'air de tenir par l'opération du Saint-Esprit et qui pourrait me tomber dessus. Et je garderai un œil sur le gecko que j'entends se balader entre les poutres, car j'aurais peur qu'il descende me mordre. Je me méfierais de ce genre de reptile. Je remarquerai aussi que la natte est usée, et que je pourrais attraper des échardes si je ne prenais pas garde. C'est cela. Votre attention serait captée par les risques potentiels qui existent dans toute situation. Et si l'on vous demandait, yeux fermés, de décrire la situation, ce sont notamment ces éléments qui vous viendraient à l'esprit. Sans doute, en effet. Maintenant, imaginez que vous ayez une croyance opposée, à savoir que le monde est amical, que les gens sont gentils, honnêtes et fiables, et que la vie offre quantité de plaisirs bons à prendre. Faites comme si cette conviction était profondément enfouie en vous. Sur quoi se porterait votre attention en ce moment? Et que pourriez-vous décrire, les yeux fermés et les oreilles bouchées? Je crois que je parlerai des plantes, qui sont vraiment très belles, de ce petit vent agréable qui rend la chaleur supportable. Je crois que je parlerai aussi du gecko, car je me serais dit, cool, il y a un gecko sous la toiture. Au moins, il ne doit pas rester d'insectes rampant dans les parages. Et puis, je décrirai le visage serein de cet homme sympathique qui me fait découvrir des tas de choses intéressantes sans même me faire payer. Exactement. Ce que l'on croit de la réalité du monde environnant agit comme un filtre, comme une paire de lunettes sélectives qui nous amène à surtout voir les détails allant dans le sens de ce que nous croyons, si bien que cela renforce nos croyances. La boucle est bouclée. Si l'on croit que le monde est dangereux, on va effectivement porter son attention sur tous les dangers réels ou potentiels, et on aura de plus en plus le sentiment de vivre dans un monde dangereux. C'est logique finalement. Mais cela ne s'arrête pas là. Nos croyances vont aussi nous permettre d'interpréter la réalité. Interpréter? Vous évoquiez tout à l'heure
les expressions de mon visage. Et ces expressions, tout comme ma gestuelle d'ailleurs, peuvent être interprétées de différentes manières. Vos croyances vont vous aider à trouver une interprétation. Un sourire sera perçu comme un signe d'amitié, de gentillesse, de séduction, ou d'ironie, de moquerie, de condescendance. Un regard insistant comme un signe marqué d'intérêt ou, à l'inverse, comme une menace, une volonté de déstabilisation. Et chacun sera convaincu de son interprétation. Ce que vous croyez sur le monde vous conduit à donner un sens à tout ce qui est ambigu ou incertain, et cela renforce vos croyances, une fois de plus. Je commence à comprendre pourquoi vous disiez que ce que l'on croit devient notre réalité. Oui, surtout que cela ne s'arrête pas là. C'est infernal, votre truc. Quand vous croyez une chose, elle vous amène à adopter certains comportements, lesquels vont avoir un effet sur le comportement des autres, dans un sens qui va, là encore, renforcer ce que vous croyez. Oula, ça se corse. C'est simple. Restons dans le même cas de figure. Vous êtes convaincu que le monde est dangereux, qu'il faut se méfier. Comment allez-vous vous comporter quand vous rencontrerez des gens nouveaux? Je vais rester sur mes gardes. Oui, et votre visage sera vraisemblablement assez fermé, pas très engageant. Certes, mais ces personnes qui vous rencontrent pour la première fois vont le percevoir, le sentir. Comment vont-elles elles-mêmes se comporter vis-à-vis de vous? Il y a en effet des chances pour qu'elles restent sur leur garde et ne s'ouvrent guère à moi. Exactement. Sauf que vous allez le voir. Vous allez sentir qu'elles sont fermées, un peu bizarres avec vous. Devinez comment vous allez l'interpréter, sous l'emprise de vos croyances. Je vais évidemment me dire que j'ai raison de me méfier. Vos croyances se renforceront. C'est terrible. Dans ce cas, oui. Mais cela marche aussi dans l'exemple inverse. Si vous êtes, au fond de vous, convaincu que tout le monde est sympathique, vous allez vous comporter de manière très ouverte avec les gens. Vous allez sourire, vous montrer détendu. Et bien sûr, cela va les conduire à s'ouvrir eux-mêmes, à se détendre en votre présence. Vous aurez inconsciemment la preuve que le monde est bien sympathique. Votre croyance se renforcera. Mais il faut comprendre que tout ce processus est inconscient. C'est en cela qu'il est puissant. À aucun moment, vous ne vous direz consciemment « c'est bien ce que je croyais, les gens sont sympathiques ». Non, vous n'aurez pas besoin de vous le dire parce que pour vous, c'est normal. C'est ainsi, les gens sont sympathiques, c'est une évidence. De la même manière, ceux qui croient qu'il faut à tout prix se méfier des autres trouvent naturel de rencontrer des gens fermés, désagréables, même s'ils le déplorent par ailleurs. C'est dingue. Finalement, sans s'en rendre compte, chacun se crée vraiment sa propre réalité qui n'est, en fait, que le fruit de ses croyances. C'est vraiment dingue. Hallucinant. Ce dernier mot est bien choisi. Je devinais chez lui une certaine satisfaction. Il devait percevoir que je commençais à comprendre la force et l'étendue de cette théorie. Il est vrai que j'étais bluffé. J'avais le sentiment que les êtres humains étaient victimes de leurs propres idées, de leurs propres convictions, de leurs propres croyances, pour reprendre son terme. Le plus terrible, peut-être, était qu'ils ne se rendaient pas compte. Et pour cause, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils croyaient ce qu'ils croyaient. Leurs croyances n'étaient pas consciemment dans leur esprit. J'avais envie de le crier à la terre entière, d'expliquer aux gens qu'il fallait arrêter de croire n'importe quoi. Je voulais leur dire qu'ils se pourrissaient la vie à cause de choses qui n'étaient même pas la réalité. Je me voyais parcourir la planète au volant de l'une de ces camionnettes qui servent à faire la promotion des cirques en tournée. Je crierais dans le haut-parleur qui diffuserait ma voix amplifiée de village en village. « Mesdames et messieurs, il faut absolument arrêter de croire ce que vous croyez. Vous vous faites souffrir, croyez-moi !» Il ne faudrait pas 3 jours pour que les hommes en blanc viennent me chercher et me passent une camisole. Mon cirque à moi aurait alors des portes capitonnées. Bon, une chose quand même. Ces croyances que l'on a, elles concernent quel domaine? Elles s'étendent où? Nous avons tous développé des croyances sur nous, sur les autres, sur nos relations aux autres, sur le monde qui nous entoure, sur à peu près tout.
depuis notre capacité de réussir nos études jusqu'à l'éducation de nos enfants, en passant par notre évolution professionnelle et nos relations conjugales. Chacun de nous porte en lui une constellation de croyances. Elles sont innombrables et dirigent notre vie. Et certaines sont positives, d'autres négatives, c'est ça? Non, pas tout à fait. On ne peut pas juger nos croyances. La seule chose que l'on puisse affirmer est qu'elles ne sont pas la réalité. Ce qui est plus intéressant, en revanche, c'est de comprendre leurs effets. Chaque croyance a tendance à produire à la fois des effets positifs et des effets limitants. Maintenant, je reconnais que certaines croyances induisent davantage d'effets positifs que d'autres. Oui, il me semble qu'on a plutôt intérêt à croire que le monde est amical, non? D'ailleurs, je ne vois pas en quoi la croyance que le monde est dangereux peut avoir des effets positifs. Si, elle en a quand même. Une telle croyance vous amènerait bien sûr à vous protéger excessivement. Vous vous gâcheriez sans doute un peu la vie, mais le fait est que, si un jour vous rencontriez un danger réel, vous seriez peut-être plus protégé que celui qui croit que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ouais, c'est pour cela qu'il est pertinent de prendre conscience de ce que l'on croit, puis de réaliser que ce ne sont que des croyances, et enfin de découvrir leurs effets sur notre vie. Cela peut nous aider à comprendre bien des choses que nous vivons. À ce propos, hier vous m'avez dit que l'on aborderait ce qui m'empêche d'être heureux. Oui, mais je vais d'abord vous faire travailler seul. J'ai 2 missions à vous confier, que vous réaliserez après notre séance, en attendant que l'on se revoie. D'accord. La première consiste à rêver tout en restant éveillé. Ça, je crois que je saurais faire. Alors vous rêverez que vous êtes dans un monde où tout est possible. Imaginez qu'il n'y a aucune limite à ce que vous êtes capable de réaliser. Faites comme si vous aviez tous les diplômes du monde, toutes les qualités qui existent, une intelligence parfaite, un sens relationnel développé, un physique de rêve, tout ce que vous voulez. Tout vous est possible. Je sens que je vais bien aimer ce rêve. Ensuite, vous imaginerez à quoi ressemble votre vie dans ce cadre, ce que vous faites, votre métier, vos loisirs, comment votre vie se déroule. Gardez en permanence à l'esprit que tout est possible. Puis vous noterez cela et vous me l'apporterez. Très bien. Votre deuxième mission consiste en quelques recherches à mener. Des recherches? Oui, je voudrais que vous rassembliez les résultats de recherches scientifiques qui ont été menées aux États-Unis sur les effets des placebos. Nous en parlerons ensuite ensemble. Mais où vais-je trouver ça? Aux États-Unis, tous les laboratoires pharmaceutiques mènent de telles recherches car ils y sont obligés. Ils n'ont pas le droit de mettre sur le marché un nouveau médicament sans avoir prouvé scientifiquement qu'il est plus efficace qu'un placebo, c'est-à-dire une substance inactive. Cela fournit indirectement des chiffres précis sur l'efficacité des placebos. Personne n'utilise ces chiffres. Moi, je les trouve pourtant dignes d'intérêt. Je sais que des laboratoires ont publié certains résultats. Vous les trouverez. Vous les connaissez? Bien sûr. Mais dans ce cas, pourquoi me demandez-vous de les rechercher? Nous gagnerions beaucoup de temps en parlant tout de suite. Vous savez, je prends l'avion samedi pour rentrer chez moi. Ça nous laisse peu d'occasion de nous rencontrer. Parce que ce n'est pas du tout la même chose d'écouter quelqu'un vous relayer une information et de la rechercher soi-même à la source. Excusez-moi, mais je ne vois pas ce que ça change. Si je vous en parle, vous pourrez toujours douter des chiffres que je vous donnerai. Et, vous connaissant un peu, je sais que c'est ce que vous ne manquerez pas de faire. Peut-être pas sur le moment, mais plus tard. Par ailleurs, ce n'est pas en écoutant quelqu'un parler que l'on évolue. C'est en agissant et en vivant des expériences. Mais où est-ce que je vais pouvoir collecter ces informations? Je ne réside pas à l'hôtel. Je n'ai aucun moyen d'accéder à Internet et je n'ai jamais vu de cybercafé dans l'île. Celui qui se laisse arrêter par la première difficulté rencontrée ne va pas loin dans sa vie. Allez, je vous fais confiance. Une dernière chose, à quelle heure dois-je venir demain pour que vous soyez pleinement disponible, que vous ayez du temps? Il me regarda quelques instants en souriant. Je me demandais si j'avais encore dit ce qu'il ne fallait pas. Aujourd'hui, je les accumulais. Surtout, ne vous mettez pas à croire que vous avez besoin de moi. Le temps que je pourrai vous consacrer à l'heure où vous viendrez sera suffisant.
Chapitre 8. En rejoignant ma voiture, je me demandais comment cet homme pouvait rester aussi calme, serein, avec un regard si bienveillant, tout en disant parfois des choses qui n'allaient absolument pas dans le sens de ce que j'avais envie d'entendre. C'était vraiment un être inattendu, pas comme les autres, et je continuais d'être étonné par sa connaissance des informations occidentales, qui contrastait avec son personnage. J'aurais facilement juré qu'il n'avait jamais quitté son village, et j'avais du mal à concevoir que ce vieillard de l'autre bout du monde ait épuisé sa sagesse dans des recherches occidentales. Bizarre. Je commençais à connaître la route, et je fus à Ubud en peu de temps. Le soleil se couchait tôt sous les tropiques, et il faisait déjà nuit quand je me garai près du grand marché. Des senteurs d'encens se dégageaient de la terrasse jardin d'un petit restaurant. Les balinais utilisent souvent l'encens pour repousser les moustiques. On envoyait des tiges se consumer sur des coupelles disposées dans les jardins ou à l'entrée des maisons. Cela contribuait à l'ambiance envoûtante de la nuit à Ubud. Je me glissai dans le restaurant, m'installai sous un arbre et commandai un poisson grillé. Des bougies étaient disposées sur les tables du jardin, complétées par quelques torches plantées dans l'herbe, qui brûlaient lentement en diffusant une lumière douce et chaude. Quelques éclats de voix jaillissaient çà et là, en provenance de la rue, sans doute des balinais hélant quelques passants étrangers pour leur proposer leur service de taxi improvisé. J'avais 1 heure devant moi avant le concert. Bali était le seul endroit sur Terre où je ne regardais pas ma montre toutes les demi-heures. Ici, le temps n'avait pas d'importance. Il était l'heure qu'il était, c'est tout. Comme la météo, personne ne cherchait à savoir quel temps il ferait. De toute façon, chaque journée offrirait aussi bien du soleil que de la pluie. C'était ainsi. Les balinais acceptaient ce que les dieux leur donnaient sans se poser de questions embarrassantes. Je repensais à la demande du sage de rêver à une vie idéale où je serais heureux. J'avais besoin d'un peu de temps pour me mettre dans la peau de quelqu'un pouvant vraiment tout se permettre et imaginer à quoi ressemblerait ma vie. On n'a pas ce genre de considération tous les jours. Personnellement, j'avais plus l'habitude de remarquer chaque jour tout ce qui n'allait pas dans ma vie que de penser à ce que je voudrais vraiment qu'elle soit. Lorsque je m'autorisais à rêver, la première chose qui me vint à l'esprit fut que, si tout était possible, je changerais de métier. Professeur était, certes, un métier noble et valorisant, mais j'en avais assez d'enseigner une matière à des élèves qui ne l'appréciaient pas et que cela ennuyait même profondément. Je savais bien sûr qu'en s'y prenant différemment, on pourrait accroître leur motivation à apprendre et finalement les intéresser, mais j'étais tenu d'appliquer à la lettre le programme officiel et de m'en tenir aux méthodes pédagogiques en cours. Méthode complètement inadaptée aux élèves d'aujourd'hui. Je ne supportais plus d'être pris en sandwich entre les exigences de mon administration et celles du terrain, totalement divergentes. J'avais envie d'air frais, de changer radicalement de métier et de me réaliser dans un domaine artistique. Je rêvais de faire de ma passion mon métier. Et ma passion, c'était la photographie. J'aimais par-dessus tout saisir des expressions de visage avec des portraits qui révélaient la personnalité du sujet, ses émotions, ses états d'âme. Même la photographie de mariage m'attirait. Si tout était possible, je créerais mon propre studio de photographie. Pas l'une de ces usines à débiter des photos posées sans intérêt, non. Un studio spécialisé dans les photos prises dans l'instant, sur le vif, pour capter des attitudes et des expressions qui montraient qui était la personne. Mes photos raconteraient des histoires. En les regardant, on comprendrait ce que pense et ressent chacun. Elles décoderaient les émotions des parents, les espoirs ou les craintes des beaux-parents, le regard de la sœur aînée qui se demande quand viendra son tour, celui des divorcés qui se disent que ces jeunes mariés croient au Père Noël. Je voudrais aussi immortaliser le bonheur des gens et que, toute leur vie, ils puissent d'un coup d'œil se replonger dans l'ambiance de ce grand jour et accéder aux émotions qui auront été les leurs. Une photo réussie est plus parlante qu'un long discours. Mon studio aurait beaucoup de succès et accéderait à une certaine notoriété. Des magazines s'intéressant à mon travail publieraient certaines de mes œuvres. Je serais enfin reconnu pour mon talent. Ouais, ce serait cool. Je conserverais des tarifs raisonnables pour permettre à un large public de s'offrir mes services. Néanmoins, j'arriverais sans peine à doubler ou même à tripler mon salaire d'enseignant. Je pourrais enfin m'offrir une maison.
Une belle maison dont je dessinerai les plans et que je ferai construire. J'aurai un jardin et j'y bouquinerai le week-end allongé dans un transat, à l'ombre d'un tilleul. Je me coucherai dans l'herbe et ferai la sieste, les narines taquinées par le parfum des pâquerettes. Et puis, bien sûr, je serai avec une femme que j'aimerais et qui m'aimerait. Cela va de soi. J'apprendrai aussi à jouer du piano. J'ai toujours tellement eu envie de jouer d'un instrument. Cette fois, je le ferai. Et ensuite, j'interpréterai des nocturnes de Chopin, le soir, dans mon grand salon, pendant que le feu crépiterait dans la cheminée. De temps en temps, j'inviterai des amis et je jouerai pour eux. Mon bonheur serait contagieux. Votre poisson, monsieur? Pardon? Vous voulez du citron ou de la sauce épicée? Du citron, merci. Le poisson était présenté entier dans mon assiette, et j'avais l'impression que son œil me regardait. Je me mis à culpabiliser de rêver au bonheur pendant que ce poisson était mort pour moi. Il me le rappelait en me fixant du regard. J'étais presque surpris de constater que mon rêve n'était pas démesuré. Je n'avais pas besoin de devenir milliardaire pour être heureux, ni d'être une rockstar ou un homme politique connu. Et pourtant, ce simple rêve et le bonheur qu'il contenait me semblaient inaccessibles. J'en voulais presque au guérisseur de m'avoir entrouvert une porte sur ce qu'aurait pu être ma vie. Une porte qui, une fois refermée, me laisserait un goût amer en faisant apparaître au grand jour de ma conscience le décalage immense entre rêve et réalité. Il me restait à accomplir l'autre mission qu'il m'avait confiée. Je me demandais où je pourrais trouver un accès Internet. Sans doute dans un hôtel, à condition qu'il soit suffisamment luxueux pour être équipé en conséquence. Mais on risquait de m'en refuser l'utilisation puisque je n'y résidais pas. Bon, j'essaierai demain. Je tenterai ma chance dans l'un des palaces de la côte. J'inventerai un bobard et j'essaierai de me débrouiller. Le poisson n'avait pas l'air d'approuver mon idée. Il continuait de me fixer de son œil culpabilisateur. L'appétit coupé, je finis par demander l'addition, abandonnant mon assiette à moitié pleine. « Désolé, mon vieux, tu seras mort pour rien. » Dehors, je retrouvais l'ambiance détendue de la rue. Je tombai sur Hans et Claudia devant la salle des cérémonies. Ils mangeaient debout et à la hâte une sorte de sandwich assez peu appétissant. Normal. Pourquoi se faire plaisir? On perd moins de temps à manger sur le pouce et c'est moins cher. Bref, plus rationnel. « Bonsoir, Julian, dirent-ils en chœur. « Bonsoir, vous deux. Alors, combien de temples avez-vous visité cet après-midi? » « Disons que nous avons bien rentabilisé notre journée, » répondit Hans. « Le concert ne va pas tarder à commencer, » annonça Claudia. La salle des cérémonies était, en fait, une sorte d'amphithéâtre en plein air. Celui-ci était déjà presque plein, et nous nous assîmes au fond, tout en haut, mais de face. Moi qui suis un mélomane exigeant, j'avais quelque a priori sur les gamelans, sorte de grands xylophones en bambou qui produisent une gamme limitée de sons peu subtils. Ce soir-là, il y en avait pas moins de 8 sur scène. Et lorsque le concert commença, je fus surpris par l'ampleur du bruit qui s'éleva dans l'amphithéâtre. Le son semblait de prime abord assourdissant, voire cacophonique. Mais une sorte de cohérence d'ensemble m'apparut par la suite. Je devais finir par reconnaître qu'il y avait même quelque chose d'envoûtant dans cette musique, pourtant peu harmonieuse pour un occidental. Au bout d'un moment, la répétitivité des mélodies vous hypnotisait, et vous vous retrouviez dans un état second, comme porté par les sons obsédants qui avaient une emprise sur votre cerveau. Une forte odeur d'encens se répandait dans l'amphithéâtre, en différents endroits, et encerclait le public. 10 ou 20 minutes s'étaient écoulées, peut-être plus car je perdais la notion du temps, quand les danseuses firent leur apparition sur la scène, richement vêtues de leurs sublimes costumes traditionnels hauts en couleur et très raffinés. Leur coiffure était sophistiquée et consistait en un chignon agrémenté de perles et de fins rubans. Leur pas de danse était précis, délicat. Chaque mouvement portait en lui une féminité et une grâce incroyables. De loin, je pus voir leurs yeux à moitié révulsés et d'un seul coup, je compris tout. Elles étaient en transe. Elles dansaient sous hypnose. C'était impressionnant de les regarder dans cet état se mouvoir parfaitement en rythme, au son des gamelans qui maintenaient leur transe et la communiquaient aux spectateurs. Leur déplacement dans l'espace était mesuré, leur coordination parfaite. Leurs mains jouaient un rôle crucial dans la danse.
Elles se mouvaient en une série de gestes délicats, très codifiés, dont l'élégance n'avait d'égal que la précision. Le public était captivé, et je le sentais vibrer en harmonie avec les danseuses. Les senteurs d'encens nous ensorcelaient. Seul Hans regardait sa montre de temps en temps. Claudia était subjuguée par le spectacle. J'avais l'impression qu'elle allait entrer en lévitation, phénomène qui aurait fort intéressé son scientifique de mari. Le rythme s'accéléra progressivement, et le son abrutissant des gamelans s'amplifia, prenant possession de mon cerveau et hantant mon âme qui n'était déjà plus tout à fait mienne. Le parfum des encens habitait mon corps et imprégnait chaque fibre de mon être. Les lumières de la scène tournoyaient dans ma tête, tandis que chaque cellule de mon corps vibrait au rythme des percussions. Chapitre 9. Difficile de conduire de nuit après un tel concert. Heureusement, il me suffisait de suivre la voiture des Hollandais sans réfléchir à mon itinéraire. Je savais que je pouvais faire confiance à Hans. Il avait conservé tous ses esprits. Je conduisis machinalement, et pourtant la route me sembla bien longue. On traversait des bois, des champs, et d'innombrables villages dans lesquels je devais m'efforcer de me concentrer pour ne pas renverser les quelques passants encore présents dans les rues. Le plus dur était d'éviter les voitures qui roulaient dans tous les sens, la plupart du temps sans éclairage. Les balinais croient en la réincarnation et, de ce fait, n'ont pas peur de la mort. Cela les rend très imprudents, qu'ils soient piétons ou au volant. Le pauvre mortel que je suis devait redoubler de vigilance. Il était près de minuit lorsque nous arrivâmes sur la plage de Pemuteran. La nuit était noire, mais des points lumineux révélaient la présence de plusieurs personnes en différents endroits de la plage. La lune se dégageait par moments de la tentative d'étouffement des nuages et illuminait alors de sa lumière blanche et froide les petites vagues qui léchaient le sable. Nous nous retrouvâmes tous les trois devant un fonctionnaire qui filtrait l'accès à la plage. « Bonsoir, nous venons voir les tortues, » dit Hans. « Bonsoir, vous avez le droit d'accéder à la plage si vous respectez les consignes. Vous ne devez pas vous approcher à moins de 2 mètres des tortues adultes. Il ne faut pas non plus élever la voix. Et vous devez rester côté terre. Vous n'avez pas le droit de marcher dans l'espace qui sépare les tortues de la mer. »« D'accord. Bonne soirée. » Nous foulâmes le sable en silence, humant l'air chaud de la nuit chargé de subtiles senteurs marines. Nous distinguions de grosses masses sombres éparpillées sur la plage. Des tortues de 1,10 m et 120 kg chacune. Elles semblaient immobiles, comme endormies sur le sable. La lumière blafarde qui apparaissait épisodiquement, telle celle d'un phare céleste, leur donnait l'apparence d'êtres préhistoriques inquiétants. Nous les regardâmes interdits pendant un long moment. Pour rien au monde, nous n'aurions troublé leur quiétude. Elles s'apprêtaient à accomplir le plus bel acte du monde dans un silence religieux, à peine froissé par l'infime clapotis des vagues. Nous étions plongés dans un univers de lenteur, immergés dans le calme, engourdis par notre fascination pour cet instant rare, ressentant les sourdes pulsations de nos cœurs résonner au plus profond de nous. De longues minutes passèrent ainsi, sans que nous prononçâmes un mot. Puis nous nous dirigeâmes vers un groupe de gens rassemblés un peu plus loin. Ils appartenaient à une association de protection de la nature, dépêchés sur place pour l'occasion. Ils protégeaient les tortues et surveillaient les œufs en attendant leur éclosion, car une fois pondus, ceux-ci étaient abandonnés dans le sable par les mères. Ils nous expliquèrent qu'ils tenaient un registre des naissances annuelles pour suivre les statistiques d'année en année. Les tortues avaient été chassées pendant des siècles, mais le gouvernement, sensible à la menace grandissante de disparition de l'espèce, avait enfin fini par proscrire leur commerce. Depuis, le braconnage battait son plein, et les fonctionnaires faisaient quelques efforts pour surveiller les rares plages concernées pendant la courte saison de la ponte, 1 ou 2 nuits par an. Les tortues qui venaient pondre ce soir étaient nées ici, sur cette même plage, il y avait plus de 50 ans. Elles avaient voyagé durant toutes ces années, parcouru des dizaines de milliers de kilomètres et revenaient donner la vie à l'endroit précis où elles étaient nées un demi-siècle auparavant. Personne ne savait pourquoi. Aucun scientifique ne pouvait l'expliquer. C'était ainsi, et c'était très émouvant. Je regardais ces tortues silencieuses, gardiennes d'un secret millénaire,
porteuse d'une sagesse inconnue. Pourquoi revenait-elle ici? Comment avait-elle mémorisé ce lieu? Comment était-elle parvenue à se diriger à travers les océans pour revenir précisément ici, sur le lieu même de leur naissance? Quel était le sens de cet acte? Autant de questions qui resteraient sans réponse. Nous attendîmes pendant près de 3 heures l'éclosion des œufs. Et c'est les yeux écarquillés et le cœur attendri que nous regardâmes les bébés à peine nés se diriger vers la mer, parcourant sans hésiter